Je sens encore le poids du couteau dans ma main, le sang chaud qui coulait entre mes doigts, ses yeux qui me regardaient incrédules pendant que la vie s'échappait. C'étaient les mêmes yeux de l'homme que j'aimais, mais ils appartenaient au monstre qui l'avait détruit. On me dit que tuer son propre beau-fils est l'un des crimes les plus atroces qu'une femme puisse commettre. Qu'aucune belle-mère ne devrait lever la main sur le fils de l'homme qu'elle aime. Mais, et si ce fils était la raison pour laquelle l'amour de ta vie ne peut plus marcher, ne peut plus travailler, ne peut plus être celui qu'il était? Mon nom est Nadia Khadija Ben Ali Rousseau. J'ai 42 ans. Et je purge une peine de 20 ans au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, en Bretagne. Les barreaux de cette cellule sont ma réalité depuis 2023. Avant tout ça, j'étais infirmière. Je sauvais des vies. Maintenant, j'en ai pris une. J'ai été dans cette cellule pendant 2 ans, regardant les jours passer pratiquement identiques. La routine est la seule chose qui existe ici. Se réveiller à 6 heures du matin, avec le son des cloches de la prison qui résonnent dans les couloirs de béton. Petit déjeuner de 7 à 8 heures. Café tiède et pain rassis qu'on apprend à manger sans y penser. Travail à la cuisine ou à l'infirmerie de la prison de 9 heures à midi. Déjeuner, riz avec des haricots et quelque chose qu'ils disent être de la viande, mais qu'on n'a jamais pu identifier complètement. Heure d'exercice dans la cour de 13 à 15 heures, où les femmes comme moi marchent en cercle sous le ciel gris de Bretagne. Temps libre en cellule. Dîner à 17 heures, lumières éteintes à 21 heures, et puis l'obscurité, le silence assourdissant, et mes propres pensées revivant chaque moment qui m'a conduite jusqu'ici. Parfois, pendant les nuits ici, quand je suis allongée sur ce matelas fin qui fait mal au dos, je pense à comment une personne peut arriver à un point où tuer quelqu'un devient non pas une option, mais la seule issue possible. Comment le système peut échouer si complètement qu'une femme décide que ses propres mains doivent être celles qui administrent la justice, parce que personne d'autre ne le fera. Comment une personne qui a passé 16 ans à sauver des vies a fini par en prendre une. Cette histoire commence bien avant que j'arrive dans cette cellule. Elle commence avec un homme que j'ai rencontré dans des circonstances qui semblaient touchées par la chance. Elle commence avec un amour que nous avons construit, en pensant que nous pourrions résister à tout. Elle commence avec les premiers signes que nous ignorons, les signes que tout le monde voit, mais décide de ne pas voir. Parce que les confronter signifierait accepter que le mal peut se cacher sous le toit de personnes que nous aimons. Cette histoire que je vais raconter s'est passée à Lyon, dans le Rhône, mais je sais que des cas comme celui-ci se répètent dans le monde entier. Des familles détruites de l'intérieur, des secrets que personne ne veut voir, des tragédies annoncées que tout le monde ignore. Ce sont des histoires de codépendance, de pères qui aiment trop leurs enfants et oublient que parfois aimer trop c'est la même chose que détruire. Ce sont des histoires d'addiction, de comment les drogues peuvent transformer une personne en un étranger qui habite le corps de quelqu'un qu'on a aimé un jour. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ce récit. Je veux savoir si des histoires comme celle-ci arrivent jusqu'à vous. Si vous avez déjà vu quelque chose de similaire dans votre famille ou dans votre communauté, dites-le dans les commentaires d'où vous me regardez, parce que je veux savoir si dans votre ville il y a d'autres histoires comme la mienne. Si dans votre communauté il y a d'autres femmes qui vivent exactement ce que j'ai vécu, vivant dans les limbes entre la violence de quelqu'un qu'elles aiment et la certitude que le système ne fera rien pour les protéger. Je veux savoir si dans votre pays aussi il existe des familles brisées, des belles-mères désespérées et des beaux-fils détruits par l'addiction. Parce que si c'est le cas, alors peut-être que cette histoire est plus importante qu'il n'y paraît. Maintenant, laissez-moi vous raconter qui j'étais avant que tout cela devienne ma réalité. Je suis née à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, en 1981. J'étais la fille d'un ouvrier et d'une femme au foyer. Mon père, Abdel Ben Ali, travaillait dans le bâtiment. Mes premiers souvenirs de lui sont de ses mains pleines de callosité, de poussière de ciment dans ses cheveux gris, de l'odeur de sueur après avoir travaillé 12 heures sous le soleil brutal de l'été lyonnais. Ma mère, Françoise Rousseau Ben Ali,
restait à la maison pour s'occuper de mes 3 frères et sœurs cadets et de moi. Grandir dans une famille ouvrière t'apprend très tôt que le travail acharné est la seule façon de sortir de la pauvreté. Mon père nous enseignait que l'éducation était le pont, que si nous étudions, si nous nous efforcions à l'école, nous pourrions avoir une vie différente de celle qu'il avait eue. « Ma fille », disait-il en mangeant son repas en rentrant à la maison, épuisé, avec du sable collé aux vêtements. « Vous allez aller à l'université. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. » Moi je n'ai pas pu, mais vous allez pouvoir. J'ai été la première de la famille à arriver à l'université. Je me suis formée en soins infirmiers à l'Institut de formation en soins infirmiers de Lyon et j'ai obtenu mon diplôme d'État en 2005. Mes parents ont pleuré le jour de ma remise de diplôme. Mon père était si fier qu'il ne savait pas où mettre ses mains pendant toute la cérémonie. Il restait simplement debout, souriant avec des larmes dans les yeux. Ma mère m'a serré dans ses bras pendant 5 minutes, sans me lâcher, simplement en pleurant silencieusement, en murmurant « Tu l'as fait, tu l'as fait », encore et encore. J'ai travaillé pendant 16 ans à l'hôpital Édouard Herriot, le grand CHU de Lyon. J'ai commencé comme infirmière de base au service de chirurgie et lentement j'ai gravi les échelons. Mes collègues me respectaient. Les médecins savaient qu'ils pouvaient compter sur moi pour vérifier chaque médicament avec une précision absolue, que je ne me précipiterais jamais, que je prendrais soin des patients avec une compassion sincère. Mes patients me faisaient confiance. Certains d'entre eux disaient que simplement savoir que j'étais de garde ce jour-là les faisait mieux dormir, les faisait se sentir plus en sécurité. Il y avait une routine dans ma vie, mais c'était une routine qui me comblait. Je me levais à 5 heures du matin. Je préparais mon uniforme blanc repassé la veille au soir. J'arrivais à l'hôpital à 6h45 pour être prête pour le service à 7h01. Je marchais dans les couloirs de l'hôpital en voyant comment les gens affrontaient leurs moments les plus vulnérables. J'aidais des femmes à accoucher en voyant naître de nouvelles vies. Je voyais des familles dire adieu à leurs proches. J'assistais les médecins quand ils sauvèrent des vies et parfois, quand tout ce que nous pouvions faire était de soulager la douleur, nous accompagnions les personnes dans leurs dernières heures. J'ai pensé que ce serait ma vie, une vie utile, une vie dédiée au service, une vie qui signifiait quelque chose. Il y aurait de la romance, bien sûr. Mais en 2018, à 35 ans, j'avais déjà accepté que peut-être je ne trouverais pas le grand amour dont toutes les petites filles rêvent. J'étais en paix avec ça. J'avais mon travail, j'avais mes parents, j'avais mes frères et sœurs, j'avais mes amis d'enfance, même si nous nous voyions moins après les années. C'était suffisant. Ou du moins c'est ce que je me disais à moi-même. C'est en février 2018 que Thierry Michel Durand est arrivé aux urgences avec une fracture du bras droit. Il avait eu un accident de moto, une voiture qui ne l'avait pas vu quand elle a tourné à un carrefour. Thierry avait volé par-dessus le guidon et était tombé directement sur son bras tendu, entendant comment il se brisait en 2 endroits différents. J'étais de garde cette nuit-là. Nous l'avons emmené faire des radios, nous avons confirmé la fracture, et ensuite je me suis chargée de le préparer pour l'immobilisation. Thierry avait 48 ans, il était veuf depuis 3 ans. Sa femme, Sylvie Martin, était morte d'un cancer de l'ovaire en 2015, laissant 2 adolescents sans mère. Kevin, qui avait 21 ans à cette époque, et une fille plus jeune qui ne vivait plus avec lui parce qu'elle était allée vivre avec sa grand-mère maternelle après la mort de la mère. Thierry était un homme grand, pas par son poids, mais par sa présence. Il avait des bras forts de travailleur, des mains rudes et calleuses de quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie comme chef d'équipe dans une usine automobile, supervisant les machines, coordonnant les employés, résolvant les problèmes. Ses yeux étaient de la couleur du café au lait, aimables, tristes, mais d'une tristesse qui semblait avoir été polie par le temps au lieu de le consumer. Il avait les cheveux complètement gris qu'il portait simplement très courts. Son sourire était large et sincère quand il souriait, ce qui n'arrivait pas souvent pendant son séjour à l'hôpital, mais quand ça arrivait, ça transformait complètement son visage. Pendant que je m'occupais de lui pendant ces 3 jours à l'hôpital, Thierry a commencé à me parler.
D'abord, c'était des conversations courtes, pendant les changements de pansement. Il me demandait comment allait ma journée. Il me disait que j'avais de la chance d'avoir un travail si important. « Vous, les infirmières, vous êtes les anges des hôpitaux », disait-il. Puis, quand on lui a donné sa sortie, il m'a demandé s'il serait possible que je sois l'infirmière qui lui rendrait visite à domicile pour faire les suivis post-opératoires. Je savais que ce n'était pas correct professionnellement, que j'aurais dû déléguer à quelqu'un d'autre. Mais Thierry avait une manière de le demander qui ne ressemblait pas à un ordre, mais à une supplique sincère. Si ce n'est pas possible, je comprends parfaitement, mais ce serait un honneur que ce soit vous. Et moi, à 35 ans, avec une vie ordonnée mais un peu vide, j'ai accepté. Je lui ai rendu visite 2 fois par semaine pendant 2 mois. J'allais chez lui à Vaux-en-Velin, un quartier ouvrier de la périphérie de Lyon, où vivaient les gens travailleurs, où les vieilles voitures sont garées dans les rues et les maisons sont modestes mais propres. C'était une maison à un seul étage, avec un petit jardin et une clôture en fer forgé, modeste mais bien entretenue, avec des fleurs dans les jardinières, avec le sol toujours balayé. Quand Thierry ouvrait la porte, il avait toujours des fleurs fraîches qu'il avait achetées le matin même, des roses rouges ou blanches, des tulipes, ce qu'il trouvait chez le fleuriste. Il m'offrait du café qu'il préparait personnellement, puis il a commencé à m'envoyer des fleurs à l'hôpital. Une 12aine de roses chaque vendredi. Les autres infirmières plaisantaient avec moi. « Nadia a un admirateur !» criait-elle dans la salle de repos en riant. Je souriais, mais je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas été dans une situation romantique sérieuse depuis mes 28 ans, quand un copain m'avait quittée pour quelqu'un d'autre quand j'avais refusé d'abandonner mes études d'infirmière. Après ça, je m'étais plongée dans le travail, dans la famille, dans la vie quotidienne. Thierry était différent. Il était patient, il ne pressait pas. Il m'écrivait simplement des messages de bonjour. Il me demandait comment j'avais dormi. Quand il emmenait son fils Kevin à l'hôpital pour un contrôle de routine, il s'assurait que je voie qu'il était un père dévoué. Il voulait que je sache qu'il savait comment aimer quelqu'un, qu'il pouvait être responsable, qu'il pouvait être aimable. En 2019, 1 an après notre rencontre, Thierry m'a demandé de l'épouser. Il ne l'a pas fait dans un restaurant chic, ni avec une bague en diamant coûteuse. Il l'a fait chez lui après avoir cuisiné un dîner simple. Nous étions assis sur le canapé à regarder un film. Le film n'a pas d'importance, et je ne me souviens même pas lequel c'était. Ce dont je me souviens, c'est que Thierry m'a simplement pris la main avec douceur, m'a regardé dans les yeux avec ce regard aimable et triste qu'il avait et a dit « Nadia, je sais que je ne suis pas l'homme le plus romantique. Je sais que j'ai de la douleur dans le cœur depuis que j'ai perdu Sylvie, mais je veux que tu passes le reste de ta vie avec moi. Je veux vieillir avec toi. Je veux que tu sois le dernier visage que je vois avant de dormir et le premier quand je me réveille. Tu veux m'épouser ? » J'ai pleuré. J'ai dit oui. Il n'y avait pas de bague, alors nous avons simplement pleuré ensemble sur ce canapé, nous serrant dans les bras pendant que le film continuait à la télévision, sans qu'aucun de nous deux ne le regarde. Le mariage a été simple. Nous sommes allés à la mairie de Vaux-en-Velin, puis dans une petite église du quartier. Mes parents, mes frères et sœurs, les amis proches de mon enfance, la famille de Thierry, sa sœur Martine, sa nièce et Kevin. Kevin était là, mais au fond, presque caché dans l'ombre de l'église, observant tout. J'étais heureuse, ridiculement heureuse, parce qu'à 36 ans, j'avais trouvé un homme qui m'aimait et qui voulait partager sa vie avec moi. Parce que peu importait qu'il ne soit pas jeune ou beau de la façon dont Hollywood dit que les hommes doivent être beaux. Il était constant, il était gentil, il était réel, il était complètement réel. J'ai emménagé dans la maison de Thierry à Vaux-en-Velin peu après le mariage. Nous avons vendu mon petit appartement et utilisé cet argent pour améliorer sa maison. Nous avons peint les murs de couleur chaude, acheté des meubles neufs, fait en sorte que ça ressemble à notre endroit, pas seulement au sien. Kevin semblait bien accepter notre mariage. Au début, il était poli avec moi. Il me saluait quand j'arrivais, respectait mes paroles,
Mais je remarquais dans ses yeux qu'il y avait quelque chose de plus sous cette façade, quelque chose qu'il ne voulait pas que nous voyions, quelque chose de sombre qui bougeait derrière ses pupilles dilatées. Mais je l'ai ignoré. Je voulais croire en la bonté des gens. Je voulais croire qu'une famille recomposée pouvait fonctionner. Je voulais croire que Thierry avait bien élevé son fils, que malgré avoir perdu sa mère à 21 ans, Kevin était un bon garçon qui était simplement en train de traiter la douleur de perdre sa mère. J'aurais dû voir les signes. À l'époque, j'aurais dû comprendre que la douleur sincère ne ressemble pas à ça, qu'il y a quelque chose de différent entre la douleur sincère et ce que je voyais dans les yeux de Kevin. Quelque chose de plus profond, quelque chose de plus tordu, quelque chose de plus dangereux. Mais je n'ai pas vu. Et cet aveuglement, ce refus de voir ce qui était devant moi, cette décision consciente de ne pas affronter ce que je pressentais, a changé le cours de ma vie et celle de Thierry d'une façon que je n'aurais jamais pu anticiper. Les premiers signes ont été subtils, si subtils que j'ai presque manqué ce qui se passait sous le même toit où nous dormions. Kevin avait 25 ans quand je suis devenue partie de la famille. Légalement, c'était un adulte. Physiquement, c'était un homme. Mais d'une certaine manière, Thierry continuait à le traiter comme s'il avait 10 ans. Il n'arrivait jamais à garder un emploi plus de 3 mois. Il commençait à travailler plein de promesses et de détermination. Mais après quelques semaines, quelque chose se passait. Il y avait toujours des excuses. « Le patron a quelque chose contre moi », disait-il. « Les collègues sont jaloux parce que je suis plus intelligent qu'eux. Ce travail est en dessous de mes capacités, papa. Ça m'ennuie. » Thierry acceptait simplement ses explications, et après chaque licenciement, il recommençait simplement à le prendre en charge. La nourriture, les vêtements, l'argent pour sortir le soir, même de l'argent de poche. De l'argent de poche pour un homme adulte au chômage qui ne faisait rien dans la maison. Thierry, Kevin a 25 ans, il ne peut pas continuer comme ça. Lui ai-je dit une fois prudemment, en essayant de ne pas paraître contrôlante. Il a besoin d'apprendre à être indépendant. Il a besoin de conséquences. Mais Thierry me regardait simplement avec ses yeux tristes qui étaient les siens. C'est ce qui reste de Sylvie, Nadia. Je ne peux pas l'abandonner. Je remarquais des comportements qui me préoccupèrent de plus en plus. Kevin ne sortait de la maison que la nuit, disparaissait après le coucher du soleil et revenait à l'aube entre 2 et 4 heures du matin. Parfois il arrivait avec les yeux complètement vitreux, parlant sans arrêt, la bouche sèche, les mains tremblantes. D'autres fois il arrivait agressif, violent, claquant les portes, cassant des choses. Une fois, il a cassé un vase qui était dans le salon parce que, selon lui, il était au mauvais endroit. Thierry justifiait tout. C'est le deuil pour sa mère. Il est encore en train de traiter sa mort. Donne-lui du temps, Nadia. Il a besoin de temps pour guérir. Mais la mère de Kevin était morte en 2015. C'était plus de 4 ans avant. Combien de temps était-il supposé la pleurer? Combien de nuits devait-il disparaître de la maison? Combien de violences son père devait-il supporter avant d'admettre que ce n'était pas le deuil qu'il était en train de voir? J'ai commencé à inspecter la salle de bain que Kevin utilisait. Pas délibérément au début, mais simplement parce que je remarquais des odeurs étranges, chimiques, brûlées. Quand j'ai nettoyé la salle de bain un après-midi après que Kevin soit sorti de la maison, j'ai trouvé des choses qui ont confirmé ce que je craignais déjà. Des petits sachets en plastique dans la poubelle avec des résidus blancs, des pailles coupées, certaines avec des résidus à l'intérieur, du papier aluminium brûlé avec des taches sombres. Comme infirmière qui avait travaillé 16 ans dans un hôpital, j'avais vu suffisamment de cas d'addiction pour savoir exactement ce que signifiaient ces objets. J'avais pris en charge des personnes qui arrivaient aux urgences après des overdoses. J'avais vu comment les drogues détruisèrent les familles de l'intérieur. Mon beau-fils consommait de la cocaïne. J'ai senti le monde basculer sous mes pieds. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, regardant ces objets, me sentant complètement et inutilement effrayée, pas pour moi, mais pour Thierry, parce que je savais que ça allait le détruire si je laissais ça continuer. J'ai essayé de parler avec Thierry en août 2020. J'ai choisi un moment avec soin.
quand nous étions au lit, dans l'obscurité, où il semblait plus facile de parler de choses difficiles. Je lui ai montré ce que j'avais trouvé. Je lui ai montré chaque objet, je lui ai expliqué exactement ce que c'était et ce que ça signifiait. Thierry, Kevin consomme de la cocaïne. Ce n'est pas de la spéculation, c'est évident. Il prend des drogues dures et nous devons faire quelque chose à ce sujet. Mais Thierry a simplement nié. Nadia, tu exagères. Kevin est un bon gars. Il traverse simplement un moment difficile. Peut-être qu'il fume du cannabis occasionnellement. Qui ne le fait pas à son âge? Mais de la cocaïne? Non, mon fils ne ferait pas ça. Tu ne vois pas, Thierry? Il disparaît toutes les nuits. Il rentre défoncé. Il est paranoïaque. Il est violent, les yeux vitreux, les mains qui tremblent. C'est de la cocaïne. Mais il n'a pas voulu écouter. Et c'est ainsi qu'a commencé le schéma qui marquerait les années suivantes. Moi présentant des preuves, Thierry niant, la réalité continuant sans qu'il l'affronte. Et le pire, c'est que je pouvais voir comment l'argent disparaissait. Thierry avait des économies, il travaillait dur, et pendant des années, il avait économisé prudemment. Mais maintenant l'argent s'évaporait tout simplement. De l'argent du portefeuille de Thierry, de l'argent qui était supposément pour vivre, pour payer les factures, pour avoir une vie confortable à la retraite. Je ne pouvais pas accéder directement au compte de Thierry. Nous nous étions mariés, mais il gardait ses finances relativement séparées. Il était veuf et maintenait certaines limites. Mais je remarquais quand il était préoccupé par l'argent, quand il ne voulait pas parler des factures, quand il restait debout la nuit à s'inquiéter. Je remarquais aussi les choses qui disparaissaient. Des bijoux, des photos encadrées de Sylvie que Thierry gardait dans un petit sanctuaire dans sa chambre, des reliques que sa défunte épouse lui avait laissées, des choses avec une valeur sentimentale incalculable que Thierry vendrait éventuellement pour bien moins que ce qu'elles valaient, des choses qui disparaissaient sans que Thierry mentionne ce qui leur était arrivé. « Où est l'alliance de ta mère ?» ai-je demandé une fois en remarquant qu'elle manquait de sa place habituelle. « Je l'ai vendue », a dit Thierry simplement, sans détail, sans explication. Pourquoi? Parce que Kevin en avait besoin. Et c'est tout ce qu'il a pu dire. Un père qui ne pouvait même pas être honnête sur ce que son fils faisait avec les objets les plus précieux de sa vie. La situation s'est dramatiquement détériorée en novembre 2020. Kevin a commencé à amener des gens à la maison. Des hommes que je n'avais jamais vus. Des étrangers. Des hommes avec une énergie dangereuse. Des hommes avec les yeux froids et vigilants de personnes qui opéraient en dehors de la loi. Ils arrivaient de la nuit, se réunissaient avec Kevin dans le salon ou dans sa chambre. Ils avaient des conversations basses, chuchotées, où je n'entendais que des fragments. De l'argent qui changeait de main, des choses qui s'échangeaient, des petits paquets, des conversations rapides, et puis ils partaient. Des voitures inconnues garées devant la maison à des heures étranges, des véhicules que je ne reconnaissais pas, des véhicules qui semblaient surveillés. Les nuits sont devenues tendues. Je dormais mal, je me réveillais au moindre bruit. Et puis, les commentaires ont commencé. Le voisin d'en face, Monsieur Gérard Petit, un homme retraité qui passait beaucoup de temps sur son perron, m'a salué un jour avec une expression qui disait tout. « Madame Nadia, vous ne devriez pas être là la nuit. » Ces voitures, ces personnes ne sont pas des gens respectables. Mon cœur s'est serré. Quand les voisins commencent à faire des commentaires, ça signifie que la situation est si évidente qu'elle ne peut pas être ignorée. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» ai-je demandé, même si je le savais déjà. Ça signifie que votre beau-fils est impliqué dans quelque chose de sombre, et ça va apporter des problèmes à tout le quartier. Tout le quartier a commencé à commenter. Les mères qui récupéraient leurs enfants à l'école proche parlaient des garçons dangereux qui visitaient à la maison de Thierry. Les personnes âgées dans le parc parlaient à voix basse de la drogue qui circulait dans notre rue. Thierry était un homme respecté dans le voisinage, un travailleur, quelqu'un qui gardait sa maison propre et son jardin ordonné, et maintenant sa maison devenait un lieu de rencontre pour des dealers et des drogués.
J'ai essayé de parler à Thierry une fois de plus en décembre 2020. Cette fois, je n'ai pas essayé d'être gentille. J'ai essayé d'être directe. Thierry, ton fils deal de la drogue. Ces hommes qui viennent à la maison ne sont pas ses amis. Il se passe quelque chose de criminel ici et nous devons faire quelque chose. Mais Thierry s'est simplement retourné. Je ne suis pas sûre de ce que tu crois qu'il se passe, Nadia. Mais je ne vais pas mettre mon fils à la porte. C'est ma responsabilité en tant que père. Et c'est ainsi que la nuit a consumé nos vies. En février 2021, Kevin a commencé à me menacer directement. Quand Thierry n'était pas à la maison, il me regardait avec un mépris qui glaçait mon sang. Ses yeux devenaient sombres, sa mâchoire se tendait, et puis, il parlait avec une froideur qui ne semblait pas humaine. « Toi, t'es pas ma mère. Cette maison était la nôtre avant que t'arrives, avant que tu viennes te mêler de nos affaires. T'as aucun droit de parler de ce que je fais. Tu m'entends? Aucun. » J'avais peur de lui. Ce n'était pas une peur rationnelle, c'était une peur viscérale, primaire. La peur que les proies ressentent quand elles sont enfermées avec un prédateur. Parce que c'est ce qu'était devenu Kevin. Ce n'était pas le garçon triste qui était arrivé à la maison avant. C'était quelque chose de différent, quelque chose de consumé de l'intérieur par la cocaïne, quelque chose de paranoïaque et violent. Je savais que la cocaïne faisait des choses terribles au cerveau. J'avais vu suffisamment de cas à l'hôpital. J'avais pris en charge des personnes aux urgences après des overdoses. J'avais vu comment la drogue causait de la paranoïa, des hallucinations, des délires de persécution, comment elle transformait les personnes en versions déformées et malveillantes d'elles-mêmes. Kevin était en train de devenir un monstre chimique, et mon mari refusait de le voir. En avril 2021, j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé l'ampleur du problème. J'ai trouvé des documents dans le bureau de Thierry. Des documents qui montraient que Kevin était endetté. Endetté auprès des mauvaises personnes. Presque 15 000 €. De l'argent que Kevin avait emprunté à des dealers locaux. De l'argent qui présumément avait été pour acheter de la drogue. De l'argent qui maintenant lui était réclamé avec des intérêts qui augmentaient exponentiellement chaque jour qui passait. Peu après avoir découvert la dette, les hommes sont apparus. Des hommes aux yeux froids, des hommes avec des armes sous leur veste, des hommes qui apparaissaient à la porte de notre maison exigeant de parler à Kevin. « Dis à ton fils qu'il a 3 jours pour payer », disait l'un d'eux. Un homme avec des cicatrices sur le visage et un tatouage d'araignée sur le cou. Thierry a paniqué. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Son visage habituellement calme s'est transformé en un masque de terreur. « Combien d'argent il lui faut ?» a-t-il demandé avant même que je lui dise le montant exact. Avant même d'avoir confirmé que Kevin devait effectivement cet argent. Quand il a su le montant exact, j'ai vu comment son monde s'effondrait. J'ai vu comment l'espoir s'évanouissait de ses yeux. « Je vais trouver l'argent », a-t-il promis désespéré. « Donnez-moi juste du temps, je vais le trouver. » Et il l'a fait. Thierry est allé à la banque. Il a demandé un prêt qui était basé sur la valeur de la maison qu'il avait payée pendant 25 ans. Une maison qui était tout ce qui lui restait. Une maison qui représentait des décennies de travail dur, d'économie, de sacrifice. Il a emprunté de l'argent en hypothéquant la maison. Il a emprunté de l'argent en utilisant la seule chose de valeur qu'il possédait. Tout pour payer les dettes de son fils, tout pour le sauver d'hommes qui sinon l'auraient tué. Les paiements ont commencé immédiatement. De l'argent qui était remis aux dealers. De l'argent qui disparaissait simplement dans le monde du crime organisé. De l'argent qui n'arrivait jamais aux bonnes mains parce que Kevin recommençait à dépenser pour plus de drogue, créant une dette perpétuelle. Et voici ce qui m'a vraiment brisé le cœur. Thierry n'a jamais demandé à Kevin de s'excuser. Il n'a jamais demandé que son fils reconnaisse ce qu'il avait fait. Il a simplement payé. Il a simplement sacrifié tout ce qu'il avait pour protéger le fils qui était en train de le détruire. Puis est arrivée le docteur Elisabeth Moreau-Vasseur, une psychologue spécialisée dans les dépendances chimiques.
C'est Thierry qui l'a contacté, en cherchant désespérément une aide professionnelle. Le docteur Moreau-Vasseur a accepté de voir Kevin pour une période de traitement. Pendant 2 mois, Kevin a assisté à des rendez-vous avec elle. 2 mois pendant lesquels j'ai eu de l'espoir. L'espoir que finalement quelqu'un l'aiderait. L'espoir qu'il reconnaîtrait le problème. L'espoir qu'il voudrait changer. Mais Kevin a abandonné le traitement. Il a simplement arrêté d'y aller. Il a arrêté d'essayer, ou peut-être n'avait-il jamais eu l'intention d'essayer. L'important est arrivé pendant le procès. Le docteur Moreau-Vasseur a été appelé comme témoin. Elle a donné son opinion professionnelle sur l'état mental de Kevin, et c'était dévastateur d'entendre ces paroles. Kevin Durand présentait des traits de trouble de la personnalité narcissique combinés à une dépendance sévère à la cocaïne. Il démontrait une incapacité complète à assumer la responsabilité de ses actions. Il montrait une tendance claire à la manipulation affective, spécialement avec son père. Il n'y avait pas de remords, pas de compréhension de comment ses actions affectèrent les autres. C'était comme traiter avec quelqu'un dont la boussole morale avait été complètement éradiquée par la drogue et par sa propre structure de personnalité. Ces mots ont défini exactement ce que j'étais en train de vivre. Un homme consumé par la cocaïne, un homme sans empathie, un homme prêt à faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'il voulait. J'ai supplié Thierry une nuit en mai 2021. Nous étions couchés dans le lit. Je pleurais. Thierry regardait le plafond sans rien voir. « Thierry, s'il te plaît, tu dois le mettre dehors. Il va te détruire. Il va nous détruire. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la codépendance. C'est permettre à quelqu'un de t'anéantir par la culpabilité et la peur. » Thierry s'est simplement tourné vers moi. Ses yeux étaient pleins de larmes. « C'est mon fils, Nadia. C'est la seule chose qui me reste de Sylvie. Je ne peux pas l'abandonner, tu comprends? Je ne peux pas. Il mourra sans nous. Il y aura une autre overdose. Il y aura plus d'argent qu'il doit, et je ne pourrai pas vivre en sachant que je l'ai abandonné quand il avait le plus besoin de moi. Mais il ne veut pas être sauvé, Thierry. Il ne veut pas d'aide. Il veut juste plus d'argent pour plus de drogue. Ça n'a pas d'importance. C'est mon fils. » Ces mots resteraient avec moi. C'est mon fils. 3 mots qui signifieraient tout. 3 mots qui finalement justifieraient tout. En août 2021, l'enfer que je craignais est finalement arrivé. Vraiment arrivé. Kevin a détourné 8 000 €. De l'argent que Thierry avait gardé soigneusement pour payer les dernières mensualités de la maison. De l'argent qui représentait le dernier espoir que nous garderions quelque chose. Le dernier espoir que nous ne perdrions pas tout. Thierry a découvert ce qui s'était passé quand il a vérifié les relevés bancaires. Il a trouvé le virement. Il a trouvé la disparition de l'argent. Et finalement, après des années de déni, il a explosé. Il est monté les escaliers vers la chambre de Kevin. Je l'ai entendu depuis le salon. Sa voix, je ne l'avais jamais entendue comme ça. Furieux, trahi, déchiré. « Qu'est-ce que t'as fait avec l'argent? Où il est ?» criait-il. Kevin était défoncé, complètement désinhibé, de la paranoïa pure. Il a commencé à crier à son père qu'il le persécutait, qu'il voulait le ruiner, que personne ne le comprenait. La dispute est devenue physique. Kevin a poussé son père. Thierry essayant de retenir son fils, essayant de le calmer. Il a perdu l'équilibre en haut des escaliers. La chute a été de 12 marches. J'ai entendu chaque impact. J'ai entendu comment sa tête frappait contre le bord des escaliers. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand je suis arrivée en courant, Thierry était sur le sol du vestibule. Le sang coulait de son oreille. Son corps était immobile. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne me voyait pas. J'ai pensé qu'il était mort. Kevin était dans sa chambre, défoncé, complètement indifférent à ce qui s'était passé. Quand je lui ai crié dessus, il a simplement fermé la porte. J'ai appelé l'ambulance. Thierry a été transféré à l'hôpital. Mon mari, l'homme qui m'avait aimé patiemment pendant des années, l'homme qui avait tout sacrifié pour son fils, était maintenant dans un état critique. Il a survécu. Mais les dommages étaient catastrophiques. Le traumatisme crânien a été sévère. Les lésions cérébrales ont été profondes.
Le neurochirurgien, le professeur Alain Mercier, a été direct avec moi dans la salle de réveil. Votre mari a subi une lésion médulaire cervicale entre les segments C4 et C5. Cela a résulté en une tétraparésie spastique. Sa mobilité dans les membres inférieurs est sévèrement compromise, dans les membres supérieurs partiellement compromise. Ce qui signifie que votre mari va avoir besoin d'aide permanente pour pratiquement toutes les activités de la vie quotidienne. Il va avoir besoin d'aide pour marcher, s'il peut arriver à marcher. Il va avoir besoin d'aide pour aller aux toilettes. Il va avoir besoin d'aide même pour se nourrir. Thierry a été transféré dans un fauteuil roulant. L'homme qui travaillait 12 heures par jour. L'homme qui soutenait sa famille. L'homme qui n'avait jamais dépendu de personne. Maintenant, il était complètement dépendant. J'ai démissionné de l'hôpital. Je ne pouvais pas laisser Thierry seul. Je ne pouvais pas faire confiance à quelqu'un d'autre pour s'occuper de lui comme il le méritait. Ma vie est devenue des changements de couches, de la kinésithérapie à domicile, des médicaments, des rendez-vous médicaux, des cathéters et des sondes d'alimentation. Thierry sombrait dans la dépression, profonde, accablante, suicidaire. Chaque nuit, il pleurait. J'étais un homme, Nadia. Maintenant, je suis un fardeau, une charge. Pourquoi tu m'as laissé vivre? J'aurais dû mourir dans ces escaliers. Je m'occupais de lui. Je lui essuyais le visage, je lui parlais, je lui disais qu'il avait beaucoup pour quoi vivre, mais moi-même je ne savais pas si c'était vrai. Et Kevin a continué à vivre dans la maison. Il a continué à consommer de la drogue. Il a continué à ne pas travailler. Maintenant, il ne faisait même plus semblant de respecter. Il volait la nourriture dans le réfrigérateur pendant que je préparais les repas spéciaux pour Thierry. Il volait les médicaments de son père pour les vendre. Il amenait des étrangers à la maison pendant que je changeais les draps de Thierry, pendant que je nettoyais les escarres qui se formaient sur sa peau. Une nuit, j'ai entendu Kevin vendre les antidouleurs de Thierry à un type dans le salon. Des médicaments dont Thierry avait besoin pour la douleur. Des médicaments que j'avais achetés avec de l'argent que nous tirions de nos dernières économies. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre espoir dans le système juridique. En novembre 2022, je suis allée au commissariat de police. J'ai déposé une plainte formelle. J'ai montré tout ce que j'avais rassemblé pendant des années. Des preuves de consommation de drogue. Des menaces enregistrées de Kevin, des photos des objets cassés, des témoignages des voisins, tout. Toutes les preuves qu'une femme désespérée pourrait rassembler. La brigadier-chef qui m'a reçue était Sandrine Lefebvre. Une femme avec un visage fatigué qui avait vu trop de cas comme le mien. Madame, ce que vous décrivez ressemble à un accident domestique. Malheureusement, les chutes arrivent. En ce qui concerne les menaces, eh bien, ce sont des membres de la famille. Ces conversations arrivent. Et concernant la consommation de drogue, votre beau-fils est un usager, c'est clair, mais ce n'est pas un trafiquant. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour des poursuites. Un accident ? Ai-je crié. Mon mari est dans un fauteuil roulant, un accident domestique. Madame, calmez-vous. Il n'y a pas de preuve d'intention criminelle. Tout ce que vous avez, c'est votre parole contre la sienne et lui dit que c'était un accident. Je suis sortie de ce bureau sans justice, sans espoir, sans rien. Je suis revenue en décembre avec plus de preuves, plus d'enregistrements audio où Kevin menaçait Thierry, plus de photos. J'ai tout présenté à nouveau. La réponse a été la même. C'est une affaire de famille, madame. Nous ne pouvons pas intervenir dans les affaires familiales. C'était comme si le système entier était conçu pour protéger les criminels tout en punissant leurs victimes. En décembre 2022, j'ai découvert que Kevin planifiait quelque chose d'encore plus pervers. Il avait contacté un avocat pour présenter une demande de mise sous tutelle. Il alléguait que Thierry était mentalement incapable de gérer ses propres affaires, qu'il avait besoin d'un tuteur légal, que ce tuteur devrait être Kevin. S'il réussissait, Kevin aurait accès à la pension d'invalidité de Thierry. Il aurait accès à toutes les ressources qui restaient. Et il pourrait faire exactement ce qu'il voulait. Placer Thierry dans un EHPAD public de mauvaise qualité où personne ne s'occuperait de lui correctement pendant qu'il dépenserait tout l'argent en drogue.
Thierry n'était pas sénile. Son esprit était complètement lucide. Seul son corps ne fonctionnait pas. Mais ça n'aurait pas d'importance devant un tribunal si Kevin présentait suffisamment de preuves d'incapacité, parce que le système juridique était conçu pour permettre de telles choses. C'est à ce moment-là, à cet instant précis, que j'ai compris une vérité fondamentale. Personne n'allait protéger Thierry, ni la loi, ni la police, ni les avocats, ni les institutions, personne. Seulement moi pouvais le protéger. Seulement moi étais en condition de faire quelque chose. Et si je ne faisais rien, Thierry serait abandonné. Il serait jeté comme un objet qui avait cessé d'être utile. Il serait lancé dans un EHPAD où il mourrait seul pendant que son fils dépenserait l'argent qu'il avait gagné avec ses mains de travailleur pendant 25 ans. Ça n'allait pas arriver. Tant que j'aurais du souffle dans mon corps, ça n'allait pas arriver. Beaucoup de gens passent par ça. Je vois des cas tous les jours ici à l'intérieur de la prison. Des femmes qui arrivent avec des histoires similaires à la mienne, des histoires d'hommes qui aimaient trop leurs enfants, de pères qui confondaient l'amour avec l'absence de limites, de belles-mères ou d'épouses qui ont essayé d'avertir, qui ont crié en demandant de l'aide, qui ont supplié que quelqu'un écoute et voient quelqu'un qu'ils aiment être détruit petit à petit, voyant comment une personne qui avant était forte, indépendante, complète, se transforme en une ombre. Et elles se sentent complètement impuissantes parce que le système ne fonctionne pas, parce que la loi ne protège pas, parce que personne ne croit. J'ai passé 2 ans ici dans cette cellule à parler avec d'autres détenus. Il y a une femme ici, Elena, qui a tué son frère. Pourquoi ? Parce qu'il était en train de détruire toute la famille. Parce que la police ne faisait rien. Parce que les juges ne croyaient pas à sa version. Et finalement, un jour, elle a pris les choses en main. Maintenant, elle a 32 ans et elle passera les 20 prochaines années ici. Il y en a une autre, Joséphine, qui a empoisonné lentement son mari violent pendant 1 an. Elle lui mettait de petites quantités de poison dans la nourriture. Ce n'a jamais été rapide, simplement lent. Finalement, il est mort, et elle a été condamnée. Ils ont dit que c'était prémédité, et ça l'était. Mais personne n'a demandé pourquoi une femme intelligente, éduquée, se sentirait obligée de faire quelque chose d'aussi désespéré. Il y en a une autre appelée Marianne, qui a brûlé vive la copine de son fils, parce que la copine dealait de la drogue depuis sa maison, et la police ne faisait rien. La copine a disparu il y a 3 ans. Ce n'était pas une attaque rapide, c'était un acte de désespoir pur. Marianne aime son fils, mais elle l'aime comme j'aimais Thierry. Elle voulait le sauver, et quand le système a échoué, elle a agi. Ce sont les histoires qui se vivent quotidiennement ici dedans. Ce sont des histoires de femmes qui ont affronté des systèmes qui ne les ont pas protégées, qui sont allées à la police et ont reçu des refus, qui sont allées devant les juges et ont trouvé des portes fermées, qui se sont rendues compte après des années d'essayer le bon chemin que le bon chemin n'existe pas. Parce que voici la vérité que personne ne veut dire à voix haute. Le système juridique n'est pas conçu pour protéger les gens, il est conçu pour traiter des dossiers. Il est conçu pour fermer des archives. Il est conçu pour que les avocats gagnent de l'argent et que les juges rentrent chez eux à l'heure. Quand un homme puissant, avec de l'argent, avec des connexions, commet des crimes contre sa propre famille, le système ferme simplement les yeux. C'est une affaire de famille, disent-ils. Il n'y a pas suffisamment de preuves, disent-ils. C'est sa parole contre la sienne, disent-ils. Et pendant ce temps, les victimes sont piégées. Piégées dans des maisons avec des abuseurs. Piégées à prendre soin d'êtres chers qui sont détruits lentement. Piégées à attendre que quelqu'un quelque part les aide. Si cette histoire te touche profondément, si tu y reconnais des éléments de ta propre vie, si tu connais quelqu'un qui est prisonnier dans une situation comme celle-ci, partage cette vidéo, partage mon histoire. Parce que parfois la seule chose dont une personne a besoin, c'est d'entendre qu'elle n'est pas seule, qu'il y a d'autres femmes qui ont été là où elle est,
qu'il y a eu d'autres personnes qui ont pris des décisions désespérées dans des circonstances désespérées. Qu'elle n'est pas une mauvaise personne pour avoir pensé à des choses sombres, que c'est complètement compréhensible de ressentir de la rage, de ressentir de l'impuissance, de ressentir le besoin d'agir quand le monde te dit qu'il n'y a pas d'autre issue. Partager cette vidéo pourrait changer quelque chose chez quelqu'un. Ça pourrait être la chose qu'une personne a besoin d'entendre avant de prendre une décision irréversible. Ou ça pourrait être la validation dont quelqu'un a besoin pour chercher de l'aide. Ça pourrait être le pont qui connecte une victime à des ressources dont elle ne savait pas qu'elles existaient. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des gens qui peuvent t'aider. Il y a des organisations de protection des femmes, il y a des avocats qui travaillent pro bono, il y a des refuges, il y a des numéros de téléphone où tu peux appeler et parler avec quelqu'un qui comprend vraiment. Je ne savais pas que ces choses existaient quand j'étais dans ma situation. J'étais si piégée, si concentrée sur le moment présent, sur prendre soin de Thierry, sur essayer de le protéger, que je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait des alternatives. Des alternatives qui n'auraient pas fini avec moi dans une cellule de prison. Mais c'est ce qui arrive quand tu vis sous un stress chronique, quand chaque jour est une bataille, quand ton esprit est constamment en mode survie. Tu perds la perspective. Tu perds la capacité de voir des options qui existent en dehors de ta réalité immédiate. Si quelqu'un qui lit cette transcription ou écoute cette histoire est dans une situation similaire, s'il te plaît, cherche de l'aide. N'attends pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. N'attends pas jusqu'à ce que tu aies atteint le point de non-retour comme je l'ai fait. Il y a des ressources en France. Tu peux appeler le 3919. Il y a des refuges. Il y a des gens qui veulent t'aider. Tu as des options que je n'ai pas vues, ou que je n'étais pas dans un état mental pour voir parce que j'avais vécu sous un stress chronique pendant des années. Parfois, parler avec quelqu'un peut tout changer. Un conseiller, un avocat, un travailleur social, quelqu'un qui peut t'aider à voir des façons de t'échapper qui ne requièrent pas que tu fasses ce que j'ai fait. Dans cette prison, 41% des femmes tentent de se suicider. Les conditions sont inhumaines. Tu passes 23 heures dans une cellule, un appel par semaine, des visites tous les 11 jours si tu as de la chance. Sans accès aux médecins, sans accès aux médicaments, sans activité, sans raison de vivre, sauf le souvenir de pourquoi tu es là. Je survis parce que je sais pourquoi je suis là, parce que j'ai sauvé quelqu'un que j'aimais, parce que j'ai fait ce que le système n'a pas pu faire, parce que j'ai protégé un homme innocent d'être détruit. Mais beaucoup de femmes ici ne survivent pas à ça. Beaucoup abandonnent. Et c'est compréhensible. C'est presque incompréhensible que quelqu'un survive à ça sans abandonner. Alors si cette histoire résonne en toi, partage la vidéo, partage mon histoire. Ne la partage pas parce que tu penses que ce que j'ai fait était correct. Partage parce que quelqu'un dans ta vie pourrait avoir besoin exactement de ça. Pourrait être au bord de l'abîme sans savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont été là, sans savoir qu'il y a des options, sans savoir qu'elles méritent d'être sauvées. Parce que c'est ce que j'aurais dû savoir. J'aurais dû savoir que je méritais d'être sauvée, qu'il y avait des options, que je n'avais pas à choisir entre être une victime ou devenir une criminelle. Mais je ne le savais pas. Et c'est ce que je veux te dire à toi. Si tu écoutes ça depuis une situation sombre, que tu mérites de l'aide, qu'il y a des options, que cette vidéo est une preuve que les gens se soucient d'histoires comme la tienne, qu'il y a une communauté, qu'il y a des gens qui veulent t'écouter. Partage cette histoire. Peut-être que ça ne changera rien, ou peut-être que ça changera tout. L'aube du 14 janvier 2023. Cette date s'est gravée dans mon esprit, comme si elle était tatouée directement dans mon cerveau. Je ne pourrai jamais l'oublier. Je ne pourrai jamais y échapper, parce que c'était la nuit où tout a changé, la nuit où je suis devenue ce que le système juridique dit que je suis, une meurtrière. Kevin est arrivé à la maison complètement défoncé cette nuit-là. Je l'ai entendu depuis mon lit, le bruit de la voiture, la porte ouverte sans soin, ses pas erratiques, instables.
les pas de quelqu'un dont le corps ne lui appartenait pas complètement, parce que son esprit était chimiquement, artificiellement altéré. Il est entré dans la chambre où Thierry dormait. J'étais dans le salon, lisant un livre, incapable de dormir comme ça avait été chaque nuit pendant des années. La tension de vivre dans cette maison était telle que je ne dormais presque jamais profondément. Mon corps était en alerte permanente. J'ai entendu Kevin crier. Des cris irrationnels, des cris sans mots clairs au début, juste du bruit. Des sons animaux de quelqu'un dans un état d'altération extrême. De l'argent. Je l'ai entendu crier. « Donne-moi de l'argent, j'ai besoin d'argent maintenant. » J'ai couru vers la chambre. Ce que j'ai vu là-bas était la scène finale d'une tragédie qui s'écrivait depuis des années. Thierry était dans le lit, effrayé, confus, son corps déjà immobilisé par les blessures précédentes, ses yeux ouverts, cherchant à comprendre. Pourquoi son fils l'attaquait-il ? Pourquoi ? Cette question était écrite sur son visage. Kevin était debout à côté du lit, débraillé, les yeux sauvages, complètement hors de contrôle. Il avait la télécommande de la télévision dans la main. Je ne sais pas d'où il l'avait sortie. J'ai essayé de calmer Kevin. « S'il te plaît, baisse la voix. Thierry a besoin de dormir. Ton père est malade. » Mais Kevin ne m'a pas écouté ou n'a pas voulu m'écouter. Il s'est tourné vers moi avec une rage qui ne semblait pas humaine. « Toi, tout est de ta faute. Si t'étais pas là, papa me donnerait de l'argent. C'est toi qui le contrôles. C'est toi qui l'as retourné contre moi. » Puis, il s'est tourné vers Thierry. Et ce qui s'est passé dans les secondes suivantes a été ce qui a finalement brisé quelque chose en moi, qui ne pouvait pas être réparé. Kevin a levé la télécommande. Thierry, voyant ce qui allait se passer, a essayé de se protéger de la seule façon dont il pouvait. Il a levé ses mains faibles en essayant de se couvrir le visage, mais il n'a pas été assez rapide. La télécommande a frappé Thierry directement au visage, au nez. J'ai entendu le son de l'impact, un son que je ne peux pas effacer de ma mémoire. Le sang a commencé à couler immédiatement. Il coulait du nez de Thierry comme si c'était une fontaine. J'ai entendu mon mari crier de douleur. J'ai vu les larmes se mélanger avec le sang sur son visage. Et puis, ce que je n'oublierai jamais. Kevin a commencé à rire. Ce n'était pas un rire nerveux, c'était un rire sincère, moqueur, cruel. Il se moquait de son père. Il se moquait de voir la souffrance de Thierry. Quelque chose en moi est mort à ce moment-là. Quelque chose s'est éteint. Ou peut-être quelque chose qui avait été mort pendant des années s'est finalement réveillé. Ce n'était pas de la rage. La rage est un sentiment qui requiert un certain niveau d'émotion. Ce que j'ai ressenti était froid. C'était absolu. C'était une clarté pure. J'ai compris à cet instant que rien de ce que je ferais n'allait sauver Thierry. Qu'aucun avocat, qu'aucun juge, qu'aucune institution n'allait intervenir, que Kevin continuerait à le torturer jusqu'à le tuer, que mon mari allait mourir dans ce fauteuil roulant, soit par un coup plus violent, soit par négligence, soit en étant abandonné dans un EHPAD. Mais je ne pouvais pas permettre que ça arrive. Tant que je pouvais agir, tant que mes mains pouvaient agir, je n'allais pas permettre que ça arrive. Je suis descendue les escaliers. J'ai marché vers la cuisine en silence complet. Mon esprit était clair, extraordinairement clair. Je savais exactement ce que j'allais faire, et je savais exactement quelles seraient les conséquences. J'ai ouvert le tiroir où nous gardions les couteaux. J'ai pris le plus grand, celui qu'on utilisait pour couper la viande. Il avait la lame longue, aiguisée, prête, comme si la vie m'avait préparée à ce moment tout ce temps. Je suis remontée les escaliers. Kevin était dans le salon. Il parlait au téléphone, appelant quelqu'un, probablement pour obtenir plus de drogue, probablement demandant de l'argent. Même en plein milieu d'abuser de son père, même en plein milieu de son propre délire narcotique, il cherchait des moyens d'obtenir ce qu'il voulait. Il n'a pas vu que j'étais derrière lui, il n'a pas vu le couteau, il n'a pas eu le temps de réagir. J'ai agi sans penser. C'était un instinct pur. L'instinct d'une femme qui protégeait la personne qu'elle aimait de la seule façon que le système lui avait permis.
La lame est entrée dans son corps 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ce n'était pas une explosion de sang comme dans les films. C'était un flux constant. C'était le son de son corps réagissant au trauma. C'était le son de lui, essayant de comprendre ce qui se passait. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient complètement dilatés. La compréhension, le choc, la trahison. Il a essayé de parler. Sa bouche a bougé, mais aucun son n'est sorti. Seulement du sang. Il est tombé à genoux, et puis il est tombé face contre terre. Le son de son corps heurtant le sol a été le son le plus silencieux que j'ai jamais entendu. C'était le son de la faim. Thierry a crié depuis la chambre. J'ai entendu le désespoir dans sa voix. Il a couru vers le salon, ou du moins, il a essayé parce que son corps ne lui obéissait pas. Je me suis simplement assise. Je me suis assise sur le sol. J'ai tenu le couteau dans mes mains et j'ai attendu. J'ai appelé la police. Quand ils ont répondu, j'ai simplement dit « Je viens de tuer mon beau-fils. Je suis dans la maison. S'il vous plaît, venez. » Quand ils sont arrivés, j'étais assise exactement là où Kevin était tombé. La police est entrée. Ils ont vu le corps, ils ont vu le couteau. Ils ont vu Thierry dans l'autre pièce, pleurant, criant mon nom. J'ai tout avoué. Je n'ai pas essayé de mentir. Je n'ai pas inventé une histoire de légitime défense. J'ai simplement dit la vérité. Il était en train de détruire mon mari. Je l'ai tué. Je ferai exactement la même chose à nouveau. Le procès a été aussi rapide que la vie dans laquelle j'avais vécu. La procureure Valérie Dumont a demandé 25 ans. Mon avocat, maître Jean-Marc Tellier, a essayé de plaider la légitime défense d'autrui. Le code pénal français permet cela quand quelqu'un agit pour protéger un autre d'un dommage imminent. Mais le juge Philippe Barthélémy a déterminé que ce n'était pas un acte impulsif de défense. Il a déterminé que c'était prémédité parce que j'étais descendue les escaliers, parce que j'avais pris le couteau délibérément, parce que j'étais remontée les escaliers. Cela, selon le juge, était de la préméditation. Si vous aviez tué dans l'instant, dans l'acte, ce serait différent, a dit le juge. Mais vous avez eu le temps de penser, vous avez eu le temps de choisir. C'est un assassinat. J'ai été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Pas 25, pas 15, 20 ans exactement. Comme si les chiffres pouvaient signifier quelque chose. Comme si la différence entre 20 et 25 ans était pertinente quand tu sais que tu vas mourir ici dedans. Thierry a essayé de témoigner en ma faveur. Il s'est présenté au tribunal en pleurant, disant que j'avais agi pour le protéger, que Kevin l'avait abusé pendant des années, que personne dans le système ne l'avait aidé, que j'étais sa salvatrice, pas une meurtrière. Mais le juge a écarté son témoignage. Il est émotionnellement compromis, a-t-il dit, comme si l'amour était une raison pour ne pas croire la vérité. Après la sentence, Thierry est allé vivre avec sa sœur Martine. Elle s'occupe de lui maintenant. 2 ans après, Thierry vient me rendre visite 1 fois par mois. Chaque fois qu'il vient, il pleure. « C'est ma faute, dit-il. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû mettre Kevin dehors avant. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire, et maintenant tu es là, et moi je suis dehors. » Je lui dis que non, que ce n'est pas sa faute, qu'il était la victime, que personne n'aurait pu le sauver, sauf lui-même s'il avait choisi de voir la vérité. Mais si je devais tout refaire, sachant exactement comment ça finirait, sachant que je finirais ici dans cette cellule, purgeant 20 ans pour protéger l'homme que j'aimais, je le ferais. Je ferais exactement la même chose. Parce que la vie est plus importante que la liberté. La vie de quelqu'un que tu aimes est plus importante que ta propre vie. Et si ça fait de moi une meurtrière, alors je serai une meurtrière. Mais au moins je serai une meurtrière qui sait qu'elle a fait ce qu'il fallait. Les autres femmes ici au centre pénitentiaire de Rennes savent qui je suis. Elles connaissent mon histoire. Certaines me jugent. Je pense que c'est naturel.
Tuer quelqu'un était quelque chose que la plupart des gens ne feraient jamais. Et quand tu le fais, c'est difficile que les autres ne te voient pas comme un monstre. Mais d'autres me comprennent. La plupart des femmes dans cette prison sont ici pour des raisons similaires à la mienne. Elles ont protégé quelqu'un qu'elles aimaient. Elles ont défendu un fils, une fille, une sœur, une mère, un mari. Et quand elles ont agi, quand elles ont finalement franchi la ligne que les systèmes juridiques protègent, elles ont découvert que le système qui est supposé te protéger est le même qui te condamne. Il y a une femme ici, Monique, qui a brûlé la maison de son ex-mari parce qu'il abusait de ses filles. Elle l'a brûlée avec lui à l'intérieur. Le système ne l'a pas protégée quand elle est allée à la police. Le système ne l'a pas protégée quand elle a présenté des preuves. Le système lui a simplement dit d'attendre, qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves, que peut-être elle exagérait. Il y en a une autre, Louise, qui a empoisonné son beau-père parce qu'il violait sa sœur depuis des années. Des années. Et personne n'a rien fait. Ni les voisins, ni la police, ni la famille. Seulement Louise, une fille de 19 ans qui a finalement dit ça suffit. Il y en a une troisième, Alexandra, qui a poignardé son compagnon parce qu'il l'abusait, elle et ses enfants. Elle est allée au commissariat 47 fois. 47. Et chaque fois, on lui a dit qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire, que c'était une affaire domestique, que peut-être elle provoquait l'homme. Nous sommes des femmes que la France a esquivées. Nous sommes celles qui ont demandé de l'aide et ont reçu de l'indifférence. Nous sommes celles qui ont attendu que le système fonctionne, et quand le système a échoué, nous avons agi. Je ne suis pas une héroïne. Je le sais parfaitement. J'ai eu 2 ans ici pour réfléchir à ça, pour comprendre exactement ce que j'ai fait et ce que ça signifie. J'ai pris une vie. J'ai mis fin à l'existence d'une personne. Peu importe que Kevin était un abuseur, peu importe qu'il était un drogué, peu importe qu'il était un monstre, il était une vie humaine et je l'ai prise. Mais j'ai aussi sauvé une vie. Thierry est vivant. Il est vivant parce que j'ai agi. Il est en sécurité parce que j'ai pris la décision que j'ai prise. Sa sœur s'occupe de lui. Il voit ses petits-enfants à travers un écran vidéo quand il peut. Il a une vie, même limitée, même constamment douloureuse. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, Thierry serait mort, ou pire. Il serait dans un EHPAD de mauvaise qualité, abandonné, oublié, attendant de mourir. Mais il existe un équilibre, un calcul moral que je ne sais pas comment faire. Une vie vaut-elle plus qu'une autre ? Mon crime de protection vaut-il moins que le crime de quelqu'un qui tue pour voler ? Le meurtre de quelqu'un qui détruit les autres est-il moins grave que le meurtre pour de l'argent ou par vanité ? Le système juridique dit que non. Le système juridique dit que la préméditation, et la préméditation peu importe le contexte, peu importe si tu protégeais quelqu'un, peu importe si le système t'avait complètement abandonné. Cette histoire n'est pas sur la vengeance. Les gens pensent que c'est sur la vengeance, que j'étais en colère contre Kevin et que j'ai décidé de le tuer. Mais ce n'est pas ça. Je ne haïssais pas Kevin. Je haïssais ce que les drogues lui avaient fait. Je haïssais ce qu'il faisait de sa vie. Je haïssais le voir détruire son père. C'est de la survie. C'est sur l'instinct le plus basique qui existe chez les êtres humains. Protéger ceux que nous aimons. C'est sur les décisions que tu prends quand toutes les portes se ferment. Quand la police n'aide pas, quand la loi ne fonctionne pas, quand tu te rends compte que tu es complètement seul. J'ai passé 2 ans dans cette cellule à penser à ça, à penser à ce qui se serait passé si j'avais attendu plus longtemps, si j'avais essayé une chose de plus, si j'avais appelé quelqu'un d'autre. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait rien de plus à faire. Le système avait échoué, la famille avait échoué. Même Thierry, que j'aimais profondément, avait échoué en refusant de voir la vérité sur son fils. C'était seulement moi. C'était seulement mes mains. C'était seulement ma décision. Et si je devais le refaire, sachant exactement ce qui arriverait, sachant que je finirais ici, dans cette cellule de béton gris, avec 23 heures d'isolement quotidien, avec un appel téléphonique de 10 minutes par semaine,
sans pouvoir sortir de ma cellule pour rien, sauf pour 1 heure dans la cour. Je le referai. Si tu es arrivé jusqu'ici, si cette histoire t'a fait réfléchir sur la famille, sur la loyauté, sur les limites entre le bien et le mal, si elle t'a fait penser au système brisé et aux vies détruites par l'indifférence institutionnelle, alors je te demande de t'abonner à la chaîne Confession. Derrière les barreaux, d'activer la cloche de notification, parce que chaque semaine je vais apporter des histoires réelles, des récits véridiques de femmes qui sont emprisonnées ici au centre, à pénitentiaire de Rennes, ou dans d'autres prisons de France. Des femmes qui sont peut-être moins des monstres et plus des victimes. Des femmes dont les histoires ont besoin d'être entendues, parce qu'ici dedans il y a des centaines de femmes. Et selon ce que j'ai entendu, beaucoup d'entre elles n'ont même pas encore de sentence. Elles sont ici à attendre un procès, à attendre que quelqu'un les écoute, à attendre que quelqu'un croie en elles. Et si tu connais quelqu'un qui est dans une situation similaire à la mienne, si tu connais quelqu'un qui est abusé, qui est contrôlé, qui est détruit de l'intérieur par un membre de sa famille, s'il te plaît, cherche de l'aide. N'attends pas jusqu'au point de non-retour comme je l'ai fait. N'attends pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il y a des ressources en France. Il existe le 3919, la ligne nationale contre les violences. Il y a des refuges, il y a des gens qui veulent t'aider. Tu as des options que je n'ai pas vues, ou que je n'étais pas dans un état mental pour voir parce que j'avais vécu sous un stress chronique pendant des années. Parfois, parler avec quelqu'un peut tout changer. Un conseiller, un avocat, un travailleur social, quelqu'un qui peut t'aider à voir des façons de t'échapper qui ne requièrent pas que tu fasses ce que j'ai fait. Dans cette prison, beaucoup de femmes tentent de se suicider. Les conditions sont inhumaines. Tu passes 23 heures dans une cellule, un appel par semaine. Des visites si tu as de la chance. Sans accès aux médecins, sans accès aux médicaments, sans activité, sans raison de vivre, sauf le souvenir de pourquoi tu es là. Je survis parce que je sais pourquoi je suis là, parce que j'ai sauvé quelqu'un que j'aimais, parce que j'ai fait ce que le système n'a pas pu faire, parce que j'ai protégé un homme innocent d'être détruit. Mais beaucoup de femmes ici ne survivent pas à ça. Beaucoup abandonnent. Et c'est compréhensible. C'est presque incompréhensible que quelqu'un survive à ça sans abandonner. Alors on se voit dans le prochain récit. Et rappelle-toi, tout n'est pas noir ou blanc quand il s'agit de survie. Parfois, les monstres, c'est nous-mêmes. C'est nous, parce que nous aimons trop, parce que nous protégeons trop, parce que nous refusons de permettre que quelqu'un que nous aimons soit détruit. Et parfois, ça fait de nous des meurtrières. Mais ça ne signifie pas que nous sommes de mauvaises personnes. Ça signifie seulement que nous étions désespérés et que le monde ne nous a pas laissé d'autres options.